Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour venir assister à cette nouvelle séance de cycle des ateliers Sociologia. Permettez-moi, en débutant, de remercier le CIRS qui, à nouveau, a accepté d'inclure ces ateliers dans sa programmation, et en particulier Daniel Letendre et Martine Foisy, qui sont coordonnateurs au CIRS pour l'appui, le support organisationnel, mais aussi pour le processus d'idéation de la programmation qui va vous être présenté cette année à l'automne et également à l'hiver. Nous allons poursuivre avec un nouveau cycle. Je remercie nos deux nouveaux cobayes de cette année, Marie-Jean Meurs et Marie-Ève Maillé, que je vais présenter comme il se doit précédemment leur conférence. Juste avant, je vais revenir brièvement sur l'idée de ces ateliers. On constate qu'il y a beaucoup de discours qui entourent l'intelligence artificielle aujourd'hui. On nous fait miroiter de nombreuses nouvelles technologies, peut-être même des innovations technologiques. On nous fait miroiter de nombreuses applications dans différents domaines, en santé, en justice, etc. Et face à cet engouement autour de l'intelligence artificielle qui soulève de nombreux enjeux moraux, éthiques et juridiques, on s'est dit qu'il était peut-être temps d'essayer de porter un regard plus critique sur ce phénomène pour le constituer en objet de recherche, du point de vue de la sociologie d'une part, mais plus généralement des sciences sociales en général. Alors, on est assez pluraliste du point de vue disciplinaire, mais on veut faire de l'intelligence artificielle un objet de recherche d'un point de vue critique, pour essayer de cerner à quoi on a affaire avec ce phénomène. Alors, l'an dernier, nous avons eu la chance de recevoir Yves Gingras et Jonathan Roberge, qui ont, on pourrait dire, secoué les fondations de nos ateliers. Alors, cet automne, on entreprend de solidifier nos fondations en retournant à la base de notre objet comme tel, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Au fond, qu'est-ce donc que l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on peut étudier l'intelligence artificielle et aussi quel enjeu pose l'intelligence artificielle? Et pour essayer de cerner cet objet-là, nous avons eu le plaisir de recevoir une acceptation positive de la part de Marie-Jean Meurs, qui elle-même crée des algorithmes au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal. Alors, je la présente brièvement. Marie-Jean Meurs est professeure au département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux de recherche portent sur l'intelligence artificielle et notamment sur l'apprentissage automatique pour le traitement du langage naturel et l'analyse des données massives. Spécialiste de l'analyse de sentiments appliqués à la santé, elle est également membre fondatrice et coordonnatrice d'Humania, un groupe de recherche en sciences et humanités sur l'intelligence artificielle affilié au CIRS. Alors, Marie-Jean Meurs, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être là. J'espère que je vais remplir ma mission. On m'a demandé de revenir un peu sur les bases de ce que c'était l'intelligence artificielle. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Intelligence artificielle », ça, je sais un peu de quoi il s'agit. Interdisciplinarité, je commence à savoir aussi un peu. Puis, appropriation sociale, et ça, je sais beaucoup moins parce que je suis informaticienne. Donc, dans ce champ-là, je vais plutôt vous poser des questions à vous qui êtes, pour beaucoup, membres du CIRST ou proches du CIRST et plus spécialistes des sciences et des humanités. Donc, je vais commencer par une introduction à ce que ce n'est pas. Alors, quand on me dit ça serait bien de revenir aux bases, etc., j'ai toujours envie de commencer par faire le ménage. Donc, qu'est-ce que ce n'est pas que l'intelligence artificielle? Ce n'est pas de la magie, puis c'est pas non plus de la science-fiction. C'est dommage, on aimerait bien, puis on a tous vu des séries ou des films super, où il se passe des choses incroyables avec des robots qui font des trucs extraordinaires, ou à qui on transfère nos consciences, ou qui prennent nos décisions à notre place, etc. Non, c'est pas ça, malheureusement. C'est beaucoup moins fancy que ça. Puis c'est bien quand même. Moi, j'aime bien mon travail et puis c'est intéressant, mais c'est pas ça l'IA. En fait, le terme intelligence artificielle. Certains membres éminents du CIRST nous ont dit que ça n'existait pas, l'intelligence artificielle, et je suis assez d'accord. Le terme est simplement un terme marketing, d'après moi, parce que c'est déjà super compliqué de définir l'intelligence. Là. Ça veut dire quoi, être intelligent? Qu'est-ce que c'est, etc. Il y a des collègues qui travaillent, qui font toute leur carrière sur ce type
de considération. Alors si en plus il faut que ça soit artificiel, ça me dépasse beaucoup. Donc je vous invite à considérer ça juste comme un terme marketing. C'est historiquement le cas. C'est une époque où on a commencé à travailler dans ce milieu dans les années 50 où il fallait des financements, où il n'y en avait pas. Puis quelqu'un de super bon en communication, un informaticien a dit ouais, nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'intelligence artificielle. Puis ça a super bien marché parce que c'est vrai que c'est porteur comme terminologie. Mais bon, voilà. Pour ça, c'est bien de remettre les choses à leur place là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, les travaux qu'on réalise consistent à la fabrication de systèmes dans un sens très procédural, c'est-à-dire des objets qui fabriquent des produits ou qui transforment d'autres situations. On fabrique des systèmes qui sont basés sur de l'intelligence artificielle. Mes collègues sourient toujours quand je monte au créneau en disant les IA n'existent pas. Vous savez, dans la presse, dans les tables rondes, dans toutes les communications publiques, vous avez toujours beaucoup de monde pour dire une IA a fait quelque chose, ou des IA vont-elles prendre le contrôle de nos décisions. C'est comme si vous disiez des biologies ou des muséologies vont-elles prendre le contrôle de vos décisions ? Non. L'IA, c'est une discipline scientifique dans laquelle on étudie des constructions algorithmiques basées beaucoup sur les mathématiques et les statistiques. Bon, puis d'autres choses qu'on verra après. Donc je reviens sur ce thème, tiens, avec une belle faute d'orthographe. Les systèmes, il manque un S. Ça fait 3 fois que je le dis, ça fait la première fois que je le vois, mais c'est pas grave. Donc les systèmes basés sur l'IA, ils ont été définis comme percevant leur environnement. Encore une fois, c'est compliqué, on revient sur une terminologie qui est très proche de quelque chose de pas scientifique. Qu'est-ce que c'est que notre environnement ? Donc on va définir ça. Et j'ai mis en plus petit via des caractéristiques. Donc encore une fois, l'imitation de la machine, qu'est-ce qu'on perçoit ? Et qui, percevant leur environnement, font le meilleur choix possible ou proposent la meilleure action possible selon le contexte. Vous voyez que les définitions ne datent pas d'hier. Russell et Norvig 2003, c'est un peu une référence dans le domaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en effet qu'on est en train de travailler sur des systèmes dont les bases mathématiques sont assez essentielles, que ce soit de la logique, des statistiques, des probabilités, diverses choses comme ça, et qui vont prendre en considération des caractéristiques de ce qui est appelé l'environnement, mais qui, encore une fois, est quelque chose de très fermé, c'est-à-dire ça peut être la température extérieure, ainsi que le degré d'hygrométrie, ainsi que, je ne sais pas, le nombre d'heures d'éclairage de la journée. Voilà. Ça va caractériser l'environnement sur lequel votre système va travailler. Pour autant, ça ne va pas caractériser l'ambiance de la journée, ça ne va pas caractériser plein d'autres choses qui sont constitutifs de cette journée. Donc vous voyez déjà que ce terme environnement, il est à prendre avec un grain de sel, au sens où on ne capte pas tout. Ce n'est pas l'environnement comme nous, on le perçoit. Après, font le meilleur choix selon le contexte. Ça aussi, ça porte beaucoup à questionnement. Qu'est-ce que c'est que faire le meilleur choix selon un contexte ? Oui, s'il s'agit de choisir, je ne sais pas moi, le contenant le plus adapté pour mettre vos restes de lunch, c'est sûr que si vous avez un peu l'œil et au bout de quelques temps, vous allez prendre la boîte qui va être à la bonne taille. Puis on est encore nombreux à prendre une boîte un peu trop petite ou alors d'en prendre une trop grande par peur de ne pas pouvoir tout mettre, puis de s'apercevoir qu'on aurait pu prendre la taille en dessous. C'est pareil. Ici, on va avoir un certain nombre de paramètres pris en compte, puis on va essayer de faire en sorte que notre système prenne une décision ou fasse un choix de classification ou fasse une prédiction qui soit la meilleure selon le contexte que nous lui avons décrit. Alors, à quoi ça s'adapte ? À plein de choses. En général, à la résolution de problèmes. L'IA, c'est aussi la représentation des connaissances. Vous avez tout le champ de l'IA logique, la représentation symbolique, la planification, raisonnement sous incertitude aussi. Je ne suis pas exactement sûre, donc dans le doute de tel et tel paramètre, quelle est la meilleure option de choix pour, par exemple, limiter le risque dans un domaine ou dans un autre ? La vision, évidemment, par ordinateur, reconnaissance d'image, reconnaissance faciale, toutes ces choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. La robotique, le traitement du langage naturel. Et l'apprentissage automatique. Alors, pendant que je préparais mes slides, j'avais retiré ce « et » parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un « et ». Parce que l'apprentissage automatique, dont je parlerai juste après,
c'est un peu une discipline de l'IA qui est dans pas mal d'autres activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser de l'apprentissage automatique pour faire du raisonnement sous intertitude, pour la vision par ordinateur, bien entendu, comme on va le voir. J'ai mis un petit super-héros là, parce que l'apprentissage automatique, c'est la faveur c'est le goût du moment. C'est ce que tout le monde fait, c'est la réponse à tous les problèmes. On va voir. Je mets un grain de sel d'avance. Mais c'est de ça que je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, parce que c'est ce que je connais le mieux, puis c'est ce que je pratique depuis le plus longtemps dans ma recherche. Alors, avant de parler d'apprentissage automatique, je me suis dit que c'était peut-être pas mal, parce que je commençais à dire, oui, alors l'apprentissage automatique, on fait des algorithmes, et puis là, je me suis dit, bon, pause. Encore un mot qui est partout. C'est le mot à mettre avec IA, avec éthique, pardon pour le monde qui fait de l'éthique. Avant de parler d'algorithmes, j'aimerais bien d'abord qu'on se définisse entre nous de quoi on parle. C'est un outil qu'on utilise, nous, en informatique, puis qui vient quand même pas mal des mathématiques. Nous, on en fait quoi quand on nous soumet un problème? La première chose que l'on doit faire, c'est de le modéliser. Ce n'est pas propre à l'informatique, c'est un peu propre à toutes les disciplines qui réfléchissent, qui ont un questionnement et qui ont des paramètres en entrée, je dirais. Donc on modélise notre problème. Et puis nous, essentiellement, il nous faut choisir le bon formalisme. C'est-à-dire que si notre formalisme est inadéquat, on ne va pas être capable de répondre correctement aux questions qui vont nous être posées, tout simplement parce qu'on ne va pas être capable de prendre la mesure complète du problème. Et quand on a défini notre formalisme, à ce moment-là, on est prêt à créer un algorithme qui résout le problème. Et qu'est-ce que c'est que cet algorithme? C'est un truc qui s'appelle une suite finie d'étapes qui permettent de résoudre le problème. Et c'est là que ça devient intéressant, de façon générale. C'est-à-dire qu'on ne résout pas le problème juste pour lui ou elle, on résout le problème, si on a bien travaillé, pour tous les gens qui répondent aux caractéristiques de l'entrée, c'est-à-dire que l'on peut modéliser avec les variables de départ. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, encore une fois, partout aujourd'hui, on lit, on entend, les algorithmes vont faire ci, les algorithmes sont responsables de ça, les algorithmes vont-ils diriger nos vies? Ça va être compliqué, parce que les algorithmes, c'est juste ça, c'est des suites finies d'étapes logiques, ou probabilistes, ou comme vous voulez, qui résolvent des problèmes selon les données qu'on leur a soumises en entrée. Alors bon, ce n'est pas demain qu'ils vont décider à notre place. En revanche, effectivement, on peut se poser la question de savoir qui les utilise, pourquoi et dans quelle mesure ils ont été développés, etc. On verra ça plus tard. Mais donc, puis je me suis permis un petit rappel historique sur d'où vient le mot algorithme, parce que j'en parle systématiquement à mes étudiants. Alors, les petits W sont cliquables, si ça vous amuse de récupérer mes slides. Ça vous envoie directement sur la fiche au complet sur Al-Khwarizmi, qui est un personnage fascinant. Bref, donc maintenant qu'on a les outils, on peut parler d'apprentissage automatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage? Ça se définit de façon très simple, donc on est toujours dans notre suite finie d'étapes. On lui donne des informations en entrée. Vous vous souvenez, on a parlé de prendre en considération les caractéristiques de l'environnement. Donc, on va prendre en entrée un ensemble de données qu'on appellera ensemble d'apprentissage ou d'entraînement. Et ce qu'on va fabriquer avec notre algorithme, ce n'est pas une réponse, c'est une fonction. Alors vous allez voir, je vais vous faire des maths tout à l'heure. Vous n'allez pas m'aimer, mais tant pis. On va essayer de faire ça tranquillement. C'est une fonction qui, elle, lorsque l'on va lui donner un nouvel élément, va être capable de donner une réponse en fonction de ce qu'elle a observé dans l'ensemble d'apprentissage. Et donc, on appelle ça un modèle, parce qu'une fois que vous avez entraîné, on verra comment ça fonctionne, vous avez cette fameuse fonction qui est comme une grosse boîte. Vous rentrez votre nouvelle donnée, qui, elle, n'a jamais été observée, et la fonction vous répond « Ah tiens, c'est bleu » ou « Tiens, c'est un chien », parce qu'avant, elle a été entraînée et conçue pour répondre à ce type de questions. Alors, il y a une hypothèse de travail qui est absolument fondamentale dans la construction d'algorithmes d'apprentissage, c'est que les données sont indépendantes et identiquement distribuées. Ça vient des probas, théorie des probabilités. Et j'ai mis une petite bombe parce que c'est déjà problématique. Qu'est-ce que ça veut dire, indépendante et identiquement distribuée? Ça veut dire qu'on a affaire à des variables aléatoires, peu importe qu'on soit à l'aise avec ça ou pas, en gros des données d'entrée, qui doivent toutes suivre la même loi de probabilité et toutes être indépendantes. Ça veut dire qu'elles font toutes la même chose, en gros, c'est-à-dire que, si vous voulez, elles sont distribuées de la même façon au niveau probabiliste, et puis elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Alors imaginez quand vous cherchez à modéliser, par exemple,
le langage naturel, et que vous examinez des phrases qui se succèdent, l'indépendance entre les phrases... si je suis en train de vous parler des croquettes de mes chats, il est peu probable que dans la phrase suivante, je vous parle du dernier tableau de Léonard de Vinci. Donc l'indépendance entre les phrases ou entre les mots, elle est toute relative. Donc vous voyez que déjà, bien que l'on soit des scientifiques durs, on n'est pas toujours super rigoureux dans nos contextes d'exploitation, parce que ça, c'est problématique. Mais ça n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, ça nous permet de faire des choses. Et comme on est des informaticiens, ça nous importe de faire des choses qui apportent des réponses. Donc même sous cette hypothèse, qui est quand même fausse, on le sait, on arrive quand même à faire des choses tout à fait pertinentes. Donc on va admettre ensemble que, ok, allons de l'avant avec ça. Alors, plusieurs types d'apprentissage. Dans l'apprentissage automatique, vous avez deux grandes catégories, que sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Et puis, une catégorie qui est un peu plus récente, qui est l'apprentissage par renforcement, donc on va voir après. Et puis, j'ai mis en petit, ça m'a un petit peu, tout en bas, ça m'a un peu fait sourire, parce que c'est pourtant la grande catégorie du moment, l'apprentissage profond. Alors on verra un petit peu la différence. Bon, vous avez un réseau de neurones dans la partie gauche. Là. L'apprentissage profond, c'est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique qui est essentiellement de l'apprentissage supervisé, où parfois on peut considérer que certaines catégories sont dans du non supervisé, mais ce n'est pas une catégorie spécifique. Première catégorie qu'on va examiner, donc l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage supervisé? Donc on vous dit ensemble d'apprentissage qui doit être étiqueté, vous savez, c'est les données qu'on a en entrée, et un ensemble de tests. Alors, un ensemble étiqueté, c'est un ensemble à qui on dit les choses à l'avance. C'est-à-dire que vous avez 10 000 images de chats et de chiens, ou plutôt 10 000 images, dont 5 000 sont des images de chats et 5 000 ne sont pas des images de chats. Mais chaque image a été soigneusement étiquetée par des humains en disant « ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat ». Et vous faites apprendre ça à votre fonction. Alors on va voir comment on la fabrique, cette fonction. Puis ensuite, quand vous avez fabriqué une bonne fonction qui est capable de trouver si c'est un chat ou pas, vous allez lui donner une nouvelle image qui, elle, n'est pas étiquetée. Ça va faire partie des données de votre ensemble de tests. Et puis la fonction, si elle a été bien conçue, donc si votre algorithme a bien travaillé et si votre modèle est correct, elle va vous répondre oui, c'est un chat, ou non, c'est pas un chat, puis on espère qu'elle ne va pas se tromper. Donc, situation d'application, c'est beaucoup des situations de classification, donc comme par exemple là, est-ce que c'est une image de chat ou pas, ou des situations de régression où on va plutôt avoir des variables continues, donc on va faire une prédiction, où on va dire, en fonction de ce qu'on a observé les fois précédentes, il est probable que demain il fera 30 degrés, ou demain il fera de la neige, ou des choses comme ça. La deuxième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc comme vous pouvez l'imaginer, cette fois-ci on n'a plus d'étiquette. Donc on a des données, puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a des choses, mais on ne sait pas tellement comment elles sont distribuées. Puis surtout, on ne sait pas comment vraiment caractériser les différentes à la représentation de ces données. Alors, une des applications les plus communes, et puis surtout les plus faciles d'accès quand on n'est pas spécialiste, c'est le groupage, ou aussi le clustering en anglais. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un ensemble de données, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans, mais vous savez que, par exemple, vous avez des espèces, mettons, d'arbres. Donc vous avez des feuillus, vous avez des résineux, puis vous avez, on va prendre aussi des plantes, des arbustes, admettons. Et vous voulez caractériser ce type de données, mais vous ne savez pas qui est en relation avec qui sont les résineux, ou quels sont, si vous avez plusieurs espèces, ou si vous en avez juste 2 ou 3. Donc vous allez définir 2 choses. Vous allez définir une distance, c'est-à-dire que vous allez dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est la distance entre les éléments. Ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance que vous décidez vous. Est-ce qu'on est proche quand on a la même taille, ou est-ce qu'on est proche quand on a le même feuillage, ou est-ce qu'on est proche quand on pousse sur le même territoire? C'est 3 possibilités de définition de distances différentes. Et puis ensuite, ça va vous permettre de caractériser des groupes. Donc il y a un certain nombre d'algorithmes existants qui sont à notre disposition et qu'on va faire rouler en leur disant voilà la distance que je choisis. Puis en général, on est obligé aussi de leur dire combien on veut de groupes. Alors on fait des essais à tâtons. Rassemble-moi mes données en 3 groupes distincts. Puis là, l'algorithme travaille. Et puis vous voyez ici, par exemple, on a un nombre de clusters estimé qui est de 3. Donc ça permet quand même d'avoir de découvrir des informations dans les données qu'on n'aurait pas sinon. Alors ça s'applique aussi à la sélection de caractéristiques.
On verra tout à l'heure le problème lié à ces fameuses caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont là pour nous aider à décrire l'environnement dans lequel on veut travailler. Idéalement, on n'aimerait bien pas avoir à les choisir, parce qu'on aimerait bien en avoir le plus possible, et puis surtout laisser faire les choses. C'est un peu ce qui se passe avec l'apprentissage profond. En pratique, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours souhaitable. Donc aussi, ces algorithmes-là, non supervisés, peuvent permettre de sélectionner des caractéristiques en regardant un peu qui sont les caractéristiques proches les unes des autres et quelles sont celles qui sont les plus distantes. Sachant que si vous avez des caractéristiques très proches les unes des autres, c'est peut-être pas nécessaire de les utiliser toutes, parce qu'une seule vous permettrait peut-être de faire le tour de la question, alors que si vous les utilisez toutes, ça vous fait des ensembles de calculs qui sont très très gros. Donc ça fait partie des applications possibles. Alors dans l'apprentissage par renforcement, on a une stratégie un peu supervisée au départ, puis on dit, à chaque fois, j'ai mis un petit gâteau là, à chaque fois que l'étape franchie par le déplacement de l'algorithme ou le calcul d'une valeur recherchée par la fonction d'apprentissage, à chaque fois que c'est correct, on lui dit « Ah, c'est bien », puis on lui donne une petite récompense. Puis quand c'est pas correct, on lui dit « Non, ça, c'est pas bien ». Donc là, on pénalise. Et en faisant ça de façon itérative, on arrive à fabriquer des fonctions qui, petit à petit, font beaucoup moins d'erreurs. Donc simplement, la stratégie est un peu différente d'un apprentissage en une fois, où on dit « Ok, ça, on a tout appris ». Là, on progresse en disant c'est bon, si tu vas dans la bonne direction, on te donne un gain. Donc la fois d'après, l'outil a tendance à aller de nouveau dans la bonne direction et faire le bon calcul. Alors, dans le cas de l'apprentissage profond, vous voyez en haut, là, en bleu, rose, bleu foncé et jaune, j'ai dessiné un réseau. On a un système d'apprentissage automatique à qui on donne des données en entrée, mais on ne lui donne pas de caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas une modélisation précise du problème. Et de là viennent aussi une partie des difficultés qu'on a en termes d'interprétabilité et d'explicabilité, parce qu'on a une structure interne de la fonction justement qui va prendre la décision, qui est tellement complexe qu'on n'est pas capable d'en suivre la trace. Et ça fait partie de l'intérêt aussi du réseau d'être capable de gérer cette complexité sans avoir une sélection de caractéristiques au départ. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, et puis on va passer à l'action. Parce que moi, je suis là pour vous faire de l'informatique, donc on va faire de l'informatique et des maths. On va faire de l'apprentissage supervisé ensemble, et on va construire notre modèle. Donc, vous vous souvenez, on a en entrée un ensemble de données, et on veut fabriquer une fonction qui va nous donner des réponses, et qu'on appellera donc notre modèle une fois qu'elle sera apprise. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre objectif, c'est de prédire la pointure des personnes qui arriveront quand on sera prêt. Donc pas tout de suite, il faut qu'on s'entraîne. Et quand on sera prêt, quelqu'un arrivera, on lui dira quelle est ta taille, quel est ton poids, on lui dira discrètement. Et on rentrera ça dans notre fonction et elle nous dira, on pourrait lui dire, tiens, tu choses du 10. Puis on espère qu'on aura raison, parce que sinon, si on calcule un truc tout croche, ça ne va pas. Alors, on est en plein dans un cas d'apprentissage supervisé. On n'est pas en train de faire un réseau profond parce qu'on a une hypothèse de construction initiale de notre fonction. Vous voyez que notre fonction, elle dit quoi? Elle dit, je choisis, en fait, notre ensemble d'apprentissage, donc c'est nous, notre ensemble de tests, ils ne sont pas encore arrivés, et les caractéristiques qu'on veut, c'est la taille et le poids. On imagine bien que pour ce qui est de la pointure, c'est certainement pas suffisant. Je ne sais même pas si c'est pertinent. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être prises en compte. C'est juste un cas d'étude. Et vous voyez bien que déjà les questions se posent. Est-ce qu'on est sûr que nos caractéristiques choisies sont pertinentes? Puis vous allez voir qu'il y a d'autres problèmes à ce niveau-là. Et je fais l'hypothèse que la taille et le poids nous permettent linéairement d'obtenir la pointure. Linéairement, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que si je multiplie la taille par un coefficient, un nombre, genre 2, et j'ajoute le poids multiplié par 4, je trouve la pointure. Sauf qu'on ne les connaît pas, les alpha et bêta. On ne sait pas par combien il faut multiplier le poids et par combien il faut multiplier la taille pour obtenir la pointure. Et on le sait d'autant moins que oui, ça va être facile pour nous, pour moi, dans mon petit coin, pour vous, chacun d'entre vous dans votre petit coin, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un modèle qui le fasse pour tout le monde et qui réponde la plupart du temps juste pour tout le monde, y compris ceux qu'on n'a jamais rencontrés. Donc on cherche en fait les meilleures valeurs de alpha-bêta, c'est-à-dire la meilleure valeur de alpha,
qu'on va choisir de garder pour l'éternité de notre modèle, et la meilleure valeur de bêta. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser notre ensemble d'apprentissage. Donc des équations, mais vous allez voir, ça va bien aller. Je vais prendre la première personne, donc mettons Alain, puis je vais lui demander sa taille et son poids. Puis je vais multiplier sa taille par alpha, son poids par bêta, je vais faire l'addition, mais on est en train de faire de l'apprentissage supervisé, donc je connais sa pointure. Donc je vais calculer alpha, sa taille, plus bêta, son poids, puis je vais dire c'est égal à la pointure plus une petite erreur. Vous avez vu, j'ai mis mes petites erreurs, les epsilon, je les ai mis en rouge. Au premier coup, je n'ai pas d'erreur. Pourquoi est-ce que je me casserais la tête à avoir une erreur alors qu'il suffit de choisir alpha et bêta qui sont corrects pour trouver sa pointure? Donc je prends un alpha et un bêta qui me vont bien, je ne fais pas d'erreur, mon epsilon 0 vaut 0. Puis là, deuxième personne, Ben. C'est le même alpha et le même bêta que j'ai. J'ai choisi pour Alain un alpha et un bêta. Je les garde. Sauf que je fais alpha taille de Ben plus bêta poids de Ben égale pointure Ben, ça me fait epsilon 1 d'erreur. Parce que là, il n'y a pas de raison pour que l'erreur elle soit nulle au deuxième coup. Parce que j'ai les mêmes coefficients, donc il n'y a pas de raison pour que les coefficients alpha-bêta qui étaient parfaits pour Alain soient aussi parfaits pour Ben. Donc je vais commencer à faire un peu des erreurs. Puis la troisième personne, c'est pareil, j'ai toujours mes coefficients qui sont issus du premier coup. Il n'y a pas de raison pour qu'ils soient valables, donc je vais continuer à faire des erreurs. Alors vous voyez que on va faire ça pour tout le monde dans la salle, et puis nous, ce qu'on veut, c'est faire le moins d'erreurs possible. Donc on va se retrouver avec une grande, immense feuille avec plein d'équations, où alpha et bêta ne vont pas changer, mais la taille d'Alain, toutes les tailles et tous les poids vont être différents, et toutes les pointures vont être différentes, puis on aura toutes nos ribambelles d'erreurs. Et ce qu'on veut, c'est minimiser les erreurs. Alors après, on peut minimiser leur somme, on peut minimiser plein de choses, en tout cas, on veut faire le moins d'erreurs possible. Donc on va être amené à recalculer, et c'est là qu'on fait de l'optimisation, on va être amené à recalculer là où les meilleures valeurs de alpha et bêta pour faire le moins d'erreurs possible sur notre ensemble d'apprentissage. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'à peu près nous tous, on ait des chaussures qui nous aillent à peu près à tous. Certains seront un petit peu au large et d'autres seront un petit peu à l'étroit. Mais on a pour espoir, en minimisant nos erreurs epsilon, d'avoir une fonction, un modèle, avec un alpha et un bêta qui vont être adaptables à tous les gens qui seront dans la salle. Et ça, on peut, parce qu'on sait exactement tout. On sait nos pointures, on sait nos tailles, on sait nos poids. Donc, on va les trouver. Le problème n'est pas très compliqué. On a largement la puissance de calcul. On va les trouver. Et donc, on aura les meilleurs pour notre ensemble d'apprentissage. Je ne vous ai pas perdu? Bon. Alors, on est prêt. Donc, du monde arrive. Puis c'est cool, nous, on a notre belle fonction, on a notre modèle. On leur dit « bonjour, combien vous pesez? Quelle est votre taille? Vous chaussez du 10, vous chaussez du 8, vous chaussez du 12. » Vous voyez, c'est super, ça marche. Et puis là, on a un problème. Là, on a un problème parce que quelqu'un arrive avec un enfant, et puis la personne, tout va bien, on lui prédit sa pointure, mais regardez ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien, pourquoi, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on lui a mis des grandes chaussures? Mais c'est même pas une question d'âge, c'est que le modèle, il n'a jamais vu des petites personnes autres comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait capable de prédire la taille des chaussures d'une petite personne autre comme ça, alors que regardez-nous dans la salle? Nous, on est tous à peu près dans la même taille, et on est tous à peu près dans le même poids, et puis, même si on a des poids très différents, en tout cas, on a été rencontrés par le modèle. Donc, notre situation, notre cas particulier à chacun d'entre nous a été pris en considération par le modèle. Vous vous souvenez, quand on en est là, si on avait pris en considération des gens qui soient très 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 grands, d'autres qui soient très 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 lourds, d'autres qui soient tout petits, on aurait fait en sorte que ces coefficients alpha et bêta, ils prennent aussi en compte ça. Et donc, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation, puisqu'on aurait eu une optimisation aussi valable pour les gens qui nous ressemblaient pas. Voilà. Sauf que on ne l'a pas fait, parce qu'on n'en avait pas à notre portée. Donc, qu'est-ce qui nous pose problème là? Je vais encore revenir en arrière. Regardez ce qui nous pose problème. Ce qui nous pose problème, c'est le terme en gras de la dernière ligne. C'est qu'on n'est pas capable de généraliser. Alors, on n'est même pas sûr qu'on va s'en rendre compte, parce que la probabilité pour que dans 10 minutes, une personne arrive avec un enfant est très très faible.
On est entre nous, on est à l'université, on a tous à peu près les mêmes intérêts, on a tous à peu près la même taille et la même gamme d'âge, etc. Donc, c'est pas sûr du tout qu'on va se rendre compte que notre modèle n'est pas généralisable. Et pour autant, on a un modèle qui fonctionne bien entre nous. Et vous allez voir où je veux en venir. Enfin, je pense que vous avez déjà vu où je veux en venir. Donc, on est avec notre petit gars qui a des grandes chaussures. Bon, c'est toujours mieux que dans l'autre sens, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même pas super pratique. C'est peut-être une petite fille, hein, d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas, il ou elle a des chaussures beaucoup trop grandes. Donc, nous voilà avec notre problème de généralisation. Alors, capacité de généralisation, c'est une des clés de notre discipline en apprentissage automatique, puis plus généralement en intelligence artificielle. Est-ce qu'on est capable de généraliser? Est-ce que les exemples que l'on traite, est-ce que les réponses que l'on veut obtenir d'un modèle vont être suffisamment génériques? Enfin, est-ce que le modèle et l'apprentissage vont être suffisamment génériques pour obtenir des réponses qui conviennent à toutes les instances, à tous les exemples qui vont lui être fournis? C'est pas gagné. Alors, voyez mon exemple d'apprentissage, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens avec des lunettes, il y en a qui ont les cheveux courts, d'autres qui ont les cheveux longs. Vous voyez déjà que notre ensemble d'apprentissage, ça va être compliqué. Nous-mêmes, on n'est pas très représentatifs de la population mondiale, j'imagine. Ensuite, quelles caractéristiques? Alors, on a vu que certaines approches en apprentissage automatique, telles en apprentissage profond, n'étaient pas forcément tributaires de la sélection a priori des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah oui, mais ton algo, là, tu veux que ton modèle il tienne en compte la taille et le poids, mais en fait, c'est sûr, hein, c'est pas générique, tu devrais prendre en compte tout. Ça reste à définir, hein, tout, je ne sais pas trop ce que c'est, mais plus de choses, et qui soient plus vastes, et puis que tu ne sélectionnes pas a priori, tu prendrais tout l'état biométrique des gens, puis ça te permettrait de fonctionner. Ce n'est pas non plus une réponse, parce qu'on ne vit pas dans une... La plupart du temps, et pour la plupart des algorithmes que l'on va considérer, ou des problèmes qu'on va considérer, on n'a pas forcément la possibilité de ce tout, justement, parce qu'on n'est pas forcément dans le continu, puis qu'il peut y avoir des choses qu'on n'est pas capable de capturer, etc. etc. Donc, oui, d'un côté, on n'est pas obligé de sélectionner, mais d'un autre côté, même sans sélectionner de caractéristiques particulières, est-ce que l'on est certain d'observer tout? Ben non. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Donc, je ne pense pas qu'on ait une observation qui est suffisamment vaste pour être sûr de ne pas en rater. Après, quels algorithmes? C'est-à-dire, en fait, quel type de modélisation et quel choix de fonctions potentielles on veut utiliser pour répondre à la question? Ça encore, c'est un vaste problème. Il y a plein de situations compliquées. Est-ce qu'on a la puissance de calcul? Est-ce qu'on a... Parce que maintenant, souvent, on répond oui à ça. Oui, depuis 20 ans, on a tellement progressé que maintenant, on peut tout calculer. Ok, c'est vrai. En tout cas, dans nos universités et dans notre partie du monde, on peut en général calculer pas mal de choses, c'est vrai. Mais il y a toujours un problème auquel on n'a pas de réponse. C'est avec quelle quantité de données? C'est bien gentil de pouvoir tout calculer, mais si on a très peu de données, on fait quoi? Je n'ai pas plus la réponse que vous. Ce que je sais, c'est que si on a très peu de données, ça nous limite dans les algorithmes que l'on peut utiliser, les modèles vers lesquels on peut aller. Donc encore une fois, on n'a pas la réponse à cette question-là. Et quand on va vouloir sélectionner des algorithmes pertinents pour résoudre nos problèmes, il faudra prendre cette considération très au sérieux. Et enfin, le dernier point de ces capacités de généralisation, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'on veut visser avec un marteau? Parfois un peu. C'est un peu étrange de voir que certaines approches cherchent à prendre un marteau pour tout faire, quoi. Donc, encore une fois, les usages ici, je ne les pense pas seulement du point de vue qui est celui des impacts sociaux, je les pense même au niveau des impacts scientifiques et informatiques, c'est-à-dire que ces disciplines ont beau être des disciplines des sciences dures où on se prétend en dehors de tout champ d'influence, et nous, on est des gens rigoureux et tout ça. C'est pas vrai, vous le savez tous bien. On est très influencé par ce qui se passe, on est très influencé par le trend, ce qui marche bien dans la communauté. Parfois, c'est bien de prendre un pas de recul en se disant, bon, oui, ça marche bien, mais est-ce que ça marche si bien que ça sur tel type de problème?
que ce soit des algorithmes de type classique, que ce soit de la logique, que ce soit l'apprentissage profond. Moi, je suis un peu sceptique sur un outil qui répond à toutes les sortes de choses à faire, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup avancé dans le domaine, donc on est capable de combiner des outils pour répondre à beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un outil qui réponde à tous les problèmes, contrairement à un peu la tendance actuelle dans mon milieu. Alors, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Bon, j'ai encore un peu de temps. Bon. À partir de là, on va rentrer déjà dans les choses un petit peu moins liées à mon domaine d'expertise. Mais vous voyez que là, par exemple, j'arrive à où moi, en tant qu'informaticienne, je suis rendue. C'est-à-dire, je vous ai exposé ce que j'étais capable de faire, ce qu'on faisait dans ma recherche, d'une façon un peu simple, mais je pense avec ça, vous savez à peu près ce que c'est que l'apprentissage automatique. Voici les questionnements qui se posent à nous. Puis maintenant, je sors de mon champ de compétences, mais je vais quand même y aller un tout petit peu, parce que maintenant, c'est comment on fait pour répondre à ces questions-là. Parce que quels usages, c'est aussi quels usages en lien avec l'impact qu'on va avoir sur nos sociétés, sur nos concitoyens, sur l'environnement, sur tout ce que vous voulez. L'environnement, vous voyez, pas suite tout à l'heure, mais l'environnement au sens commun que l'on a du terme. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de cette question-là aujourd'hui. Je ne pense pas non plus qu'on soit qualifié pour y répondre. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais vous présenter des projets et des initiatives qui sont issus de ce questionnement, mais moi, je ne suis pas qualifiée pour avoir un avis sociétal, pour avoir un avis éthique, pour avoir un avis de tout autre ordre que celui pour lequel j'ai été validée par mes pairs, c'est-à-dire un avis informatique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec quelques collègues, enfin maintenant beaucoup de collègues de l'UQAM et d'autres universités? On s'est rejoints là-dessus. On s'est dit, oui, mais ça ne va pas, ça, parce qu'on ne peut pas laisser la chose aux informaticiens, parce que c'est une chose, finalement, c'est une discipline, l'IA en général, l'apprentissage automatique en particulier, c'est une discipline qui devient un outil dans beaucoup de domaines, et qui a parfois des impacts qui sont bien au-delà de ce que les informaticiens peuvent ou devraient maîtriser. Donc il faut qu'on se fédère avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Et on a créé Humania, donc ce regroupement de recherche. Pourquoi faire? Essentiellement pour revendiquer la multidisciplinarité indispensable à notre domaine, pour revendiquer aussi le fait de tourner ça vers des besoins humanistes. Je sais bien, orienter les travaux vers le bien commun, ça a un petit goût de bien-pensance, là, mais ce que ça veut dire en gros, c'est plutôt essayer de faire des choses en collaboration avec des gens qui sont compétents sur les domaines de société, qui sont compétents en santé, qui sont compétents en communication, qui sont compétents en éthique, etc. Donc, c'était l'objectif initial de ce regroupement, avec quelques points un petit peu essentiels, comme former des experts, avoir ces discussions-là, témoigner aussi des bonnes pratiques, remettre en question le fait qu'en tant qu'informaticien, on était qualifié pour avoir des avis de société. Je passe mon temps en croisade contre ça. Non, je ne suis pas qualifié. Et pour autant, on a, il me semble, en tant qu'informaticien, la mission d'éduquer, de transmettre un message, de dire, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est ça. Le mieux vous allez le comprendre, le mieux vous allez, premièrement, être capable d'avoir un avis sur cette problématique, et deuxièmement, le mieux vous allez être capable de nous rencontrer pour répondre à une partie de nos questions. Donc, mobilisation des acteurs, etc. Alors, plus concrètement, en recherche, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des travaux multidisciplinaires. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas s'approprier la discipline, ne pas être des informaticiens dans notre coin, et de même, quand nos collègues en sociologie, en éthique, en santé, en communication, tout ce que vous voulez, en droit, en art, etc., ont des questionnements vis-à-vis de ça, on essaye aussi de s'associer à leurs travaux pour pouvoir cheminer ensemble sur ces questions que eux maîtrisent, et pas nous. Mais nous, on peut répondre à leurs questionnements technologiques, voire lever des drapeaux en disant « Attention, là, quand il y a telle orientation qui est prise ou telle proposition d'utilisation de telle ou telle approche pour prendre une décision, fais attention parce que ça peut donner telle chose. » Mais c'est toi qui es le spécialiste de ton domaine, mais fais gaffe parce que là, derrière, au niveau technologique, il y a telle problématique.
pour nous, c'est indispensable de travailler là-dessus. Donc là, vous avez toute une liste qui est beaucoup trop longue, et puis ça fait une slide qui n'est pas belle du tout, mais je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. Je vais terminer ma présentation avec deux pages où je vous présente rapidement 4 petits projets, parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. 10 minutes, ça sera largement suffisant. Donc je vais vous présenter 4 projets qui sont, pour le premier, une contribution, et puis les 3 suivants, c'est vraiment des projets qui ont été développés en collaboration multidisciplinaire. Donc le premier projet, c'est un groupe de membres du MANIA, avec les étudiants et puis des participants extérieurs aussi, a collaboré au cadre d'évaluation de l'incidence algorithmique du gouvernement. Donc vous avez peut-être entendu parler, donc les choses soulignées, il y a des liens, hein, si vous voulez aller voir un peu ce qui se passe. Vous avez peut-être entendu parler de la directive sur la prise de décision automatisée. Donc cette directive, c'est une directive justement pour encadrer au niveau gouvernemental la prise de décision faite par des algorithmes basés sur l'IA. Ce n'est pas forcément de l'apprentissage automatique, hein, ça peut être des algorithmes à base de règles où on dit quand il y a ça, alors on prend telle décision. Ça peut être des algorithmes basés sur de la logique, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, maintenant, on a, c'est une initiative très remarquée au-delà de nos frontières, on a une directive gouvernementale pour essayer de réfléchir à ces problèmes-là, notamment dans l'application de ces outils dans le domaine public, service public. Pardon. Donc, pour évaluer un petit peu l'incidence de l'usage de ces outils, un cadre a été mis en place, interactif, vous verrez si vous allez voir sur le site, et chacun qui souhaite, dans son entreprise ou dans sa pratique professionnelle, à l'université ou ailleurs, utiliser un algorithme, un outil de décision automatisée peut, en remplissant un certain nombre de questions, de grilles d'évaluation, avoir une idée si c'est correct de fonctionner comme ça, ou si ça pourrait être amélioré, ou quelles sont les choses qui pourraient poser problème. Donc on a contribué à ça avec certains de mes collègues qui sont là d'ailleurs, et leurs étudiants. Il y avait avec nous des juristes, il y avait des gens qui venaient de com aussi, il y avait un peu d'un public divers. C'était très intéressant, puis je pense que c'est des choses qu'on va être amené à refaire, parce que c'est aussi un travail qui est en mouvement, donc ça fait partie de nos partenaires habituels. Le deuxième projet dont j'avais envie de vous parler, c'est un projet dont le but était de travailler aussi en collaboration avec des juristes, des informaticiens, des linguistes. Il y avait une personne des services aux collectivités également. Puis je suis sûre que j'en oublie. Le principal investigateur, comment on dit en français, l'appliquant principal, le porteur de projet est avec nous. Donc vous pourrez lui poser des questions peut-être tout à l'heure là-dessus, s'il le souhaite. Donc l'idée, c'était de développer un outil qui permettrait un meilleur accès à la justice. Alors, basé aussi sur le fait que peut-être les gens allaient pouvoir énoncer en langage naturel leurs problèmes. Il m'arrive tel truc, j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans ces cas-là. Vous savez, parfois c'est plus facile de discuter avec votre téléphone que de discuter avec un humain, et de décider qu'on va décrocher son téléphone pour appeler, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop dans quel contexte. Donc ça partait un peu de cette idée que pour le citoyen, parfois ça serait peut-être intéressant d'avoir un moteur de recommandation en disant en langage naturel, il m'arrive ça, est-ce que vous pouvez me recommander des ressources? Pour l'avocat, l'idée, c'est plutôt de soutenir la recherche documentaire, donc rapprocher des cas. Oui, le cas que vous décrivez ressemble à tel cas qui ont été traités en telle année, voici les documents que vous pourriez consulter, etc. Et puis aussi, on a dans l'idée d'avoir un module pour le juge. Puis ça, c'est toujours un petit peu complexe parce que dans notre idée, au moins au départ, il y avait la possibilité d'évaluer en tant que juge les biais potentiels de votre juridiction. C'est-à-dire, vous rentrez le cas, puis éventuellement, l'outil vous dit, c'est une analyse de données, hein, l'outil vous dit, oui, alors voilà dans la juridiction dans laquelle vous exercez, ça aurait tendance à aller plutôt dans tel sens, mais dans une autre juridiction, tel autre approche pourrait être envisagée, puis des choses comme ça, qui recommanderaient aussi de la documentation, etc. Donc, vous verrez, si vous cliquez sur le lien de la présentation, on voit un petit vidéo qui décrit le projet avec les différentes approches en IA qu'on voulait utiliser, enfin qu'on veut utiliser. Je dis qu'on voulait parce que ça fait quand même quelques temps qu'on travaille dessus. Donc, il y a des choix qui ont été faits depuis. Donc, ça, c'est 2 projets qui sont en lien plutôt avec le domaine du droit. Ensuite, exemple de projet, c'est aussi, vous voyez, des choses très proches des préoccupations du CIRST. Le projet
d'apprentissage automatique appliqué à la feuille de texte philosophique. C'est un projet d'un membre du CIRST. Donc là, on est dans un travail d'extraction d'informations, de recherche de connaissances, qui serait tout à fait long et complexe et difficile de mener à la main, alors qu'avec des outils de type fouille de texte, analyse, prédiction, classification automatique, extraction de sujets, par exemple, ben, on peut espérer d'avoir des résultats sur ce type de problématique d'une façon beaucoup plus efficace. Alors, encore une fois, vous vous souvenez de mon exemple, quand on utilise ce type d'outils, c'est jamais du 100%. C'est-à-dire que oui, quand on fait ces travaux-là, on peut se retrouver avec un texte philosophique qui parle du sujet A, classé dans la catégorie du sujet B. Mais c'est tellement utile de pouvoir traiter des gros volumes qu'on peut raffiner en disant, par exemple, le niveau de confiance de la prédiction est trop bas. Donc sur les choses sur lesquelles le niveau de confiance est trop bas, je vais les mettre de côté, puis je vais aller les lire moi-même pour m'assurer que je ne suis pas en train de faire une erreur. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et donc, c'est quand même très intéressant d'avoir ces approches-là pour traiter de plus grands volumes de données, par exemple. Et enfin, le dernier projet dont j'ai envie de vous parler, c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui est relativement récent, puis sur lequel on est aussi assez nombreux à être impliqués. Donc là, on a des informaticiens, on a des philosophes éthiciens et philosophes des sciences, on a des gens en communication, on a des psychiatres, des gens de la santé en général, enfin toute une équipe très diverse qui s'est regroupée pour essayer de fabriquer des systèmes qui soient donc basés sur l'intelligence artificielle. Donc c'est le titre du projet, système d'IA respectueux et explicable pour aider les personnes en difficulté et les praticiens de santé mentale. Alors, 2 volets dans ce projet. Un volet qui idéalement pourrait être installé sur vos périphériques personnels, qui ne serait en aucun cas en communication avec quelque autre environnement que le vôtre, et qui pourrait tout simplement vous dire parfois, si vous l'y autorisez, tiens, ça n'a pas trop la forme ces temps-ci, parce que... alors là, vous lui dites, oh, mais pourquoi c'est pas trop la forme? On a remarqué, enfin, moi, de l'outil que tu as choisi d'installer sur ton téléphone, j'ai remarqué que tu avais vachement beaucoup joué cette semaine. Hein, alors, peut-être tu t'ennuies, ou peut-être tu es angoissé, mais tu sais, il y a des ressources, hein, puis elles sont, tu peux y accéder là, là et là, etc. Alors, c'est vrai que ça fait sourire. La forme de ce type d'outil n'est pas définie, bien entendu, et surtout, ce qui moi m'intéresse le plus dans ces approches-là, c'est l'aspect faire rouler des choses complexes sur chez le monde, sur les périphériques du monde, pas en communication avec un gros système quelque part où il va y avoir des échanges de données, où il va y avoir des fuites potentielles, où il va y avoir des communications à des tiers non désirés, etc. Mais relever le challenge de dire, on fait des systèmes qui sont complexes, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin de données, mais quand ils sont prêts, ils peuvent être utilisés chez soi sans être connectés à rien d'autre. Seront-ils pertinents? Je n'en ai pas la réponse. Est-on capable, à partir de production textuelle, par exemple, d'un utilisateur, de déterminer son état mental? Enfin, mental, je ne sais pas, mais au moins son humeur, son état psychique? Je n'ai pas la réponse. C'est là une des questions de recherche de ce projet. Mais l'enjeu, à mon avis, majeur au niveau des personnes, des individus, avant de parler de praticiens de santé, c'est est-ce qu'on est capable d'apporter quelque chose qui ne soit pas en interaction avec le monde extérieur, pour garantir évidemment le maximum d'autonomie, d'utilité. Je veux dire, quand vous achetez votre grille-pain, à moins que vous ayez des grille-pains connectés, ça j'en ai pas, donc voilà. Quand vous achetez votre grille-pain, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Si c'est pas prévu, si c'est pas écrit dans le mode d'emploi, c'est pas le problème. C'est votre grille-pain, vous pouvez le désosser, le démonter, mettre ce que vous voulez dedans. Et vous savez qu'il n'y aura pas d'ingérence de quiconque à l'extérieur pour vous dire « Ah, tiens, tu mets des bagels comme ci, comme ça dans ton grille-pain, mais non, c'est pas prévu, etc. » Donc, moi, c'est ça que je voudrais obtenir, c'est des systèmes qui soient utiles pour les utilisateurs et à la fois complètement distants, enfin complètement décorrélés, découplés d'une interaction extérieure. Donc ça, c'est le volet personne. Pour le volet praticien, c'est différent. Le volet praticien, on a un partenariat avec des psychiatres urgentistes. Et donc, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir si l'analyse des données dont ils disposent, donc dont ils disposent déjà, là, on n'apporte rien à part une interface utilisateur sur un ordi, mais c'est une contribution dont on ne parlera même pas.
Donc, les données dont il dispose, dans l'échange patient, dans les grilles d'évaluation, dans tout le tableau clinique, est-ce que si on ajoute à ça une analyse de texte automatisé des échanges de l'utilisateur avec son environnement, par exemple, une analyse automatisée des échanges WhatsApp que l'utilisateur a eu dans les quelques semaines qui précèdent la crise, est-ce que c'est un facteur indicateur intéressant à ajouter pour le diagnostic du psychiatre? Donc, encore une fois, on n'est pas en train de répondre au mystère de l'univers. L'IA ne va pas régler des problèmes. La question qu'on se pose dans ce projet, c'est est-ce que cet outil serait pertinent en plus de l'existant? Est-ce que c'est un outil de plus que l'on pourrait fournir aux psychiatres qui arrivent à l'urgence? Alors, je n'ai pas de réponse. Le projet est en train de commencer. Vous imaginez bien que ça soulève des millions de problèmes, notamment au niveau de la collecte de données, parce qu'on n'a même pas encore commencé de pouvoir collecter des données. La collecte de données n'aura pas lieu au Canada, mais en Suisse. Donc c'est la Suisse qui s'occupe de tout l'aspect certification éthique, etc. Évidemment, il faut que les données soient anonymisées. Ça aussi, c'est encore un problème complexe. Mais je pense que vous voyez à quel point... ça, c'est un projet que j'ai écrit, avec, bien sûr, la collaboration de mes collègues, mais c'est un projet auquel je tiens. Et c'est aussi un projet qui soulève toutes les questions que je vous ai montrées tout à l'heure. Et je pense que c'est un projet qui illustre bien à quel point il est totalement impensable d'y répondre en tant qu'informaticien. Ce serait stupide et inadéquat et complètement déplacé parce que on est capable de faire des choses, mais on n'est capable ni de maîtriser le domaine, l'autre domaine avec lequel on travaille, en l'occurrence le domaine de la santé mentale, pour lequel on a zéro compétence. Et en plus, on n'est pas capable de répondre aux questions qui sont à l'interface de nos deux domaines. En l'occurrence, nos collègues psychiatres ou nos collègues en com ou nos collègues en philo ne sont pas non plus capables d'y répondre seuls. Parce que la réponse, on ne l'a pas à portée de la main. Donc c'est vraiment pour moi un des projets qui illustre à quel point on est en train de fabriquer des technologies, certaines nouvelles, d'autres dans la foulée de ce qu'on savait déjà faire. Elles ont un impact. Elles auront un impact et on ne peut pas prétendre y répondre aux problématiques qu'elles soulèvent en étant seul. Donc, la réponse à ça, pour moi, c'est la multidisciplinarité, le travail en commun, le travail avec des spécialistes, et puis surtout, il y a une chose dont on ne parle jamais et que moi j'ai apprise depuis pas mal 10 ans maintenant, c'est le temps. Il faut prendre le temps de s'asseoir ensemble, mais pas une après-midi de temps en temps, de travailler ensemble pendant des mois. Et on s'aperçoit au bout de plusieurs mois que même si on se connaît bien, même si on connaît bien le travail de l'autre chercheur et que l'autre chercheur connaît bien notre travail, on a encore des sujets sur lesquels on ne parle pas tout à fait le même langage. Et que quand on dit les mêmes mots, on ne signifie pas la même chose. Et ça, c'est, je pense, un des enjeux majeurs de la multidisciplinarité, puis surtout dans ce domaine-là où moi, mes compétences, elles sont très, très, très éloignées des compétences de mes collègues philosophes ou des compétences de mes collègues psychiatres. Parfois, on est dans deux disciplines connexes. Là, on est dans des disciplines qui n'ont rien à voir. Donc, ça prend du temps et c'est pas facile de faire, de faire comprendre ça, que même aux étudiants, de leur dire, OK, travaillez ensemble, asseyez-vous sur les mêmes bancs, allez dans le même labo pendant des semaines et des semaines, travaillez ensemble. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit quand ils sont en réunion avec nous que ça y est, ils ont cette espèce de connaissance, de compréhension du domaine de l'autre qui fait qu'ils ne répondent pas aux questions de l'autre, mais ils posent les bonnes questions. Et là, on commence à avancer sur, OK, si on est déjà capable de poser les bonnes questions, on va probablement être capable de proposer des bonnes réponses. En tout cas, peut-être pas, elles ne seront peut-être pas bonnes, mais au moins de commencer à proposer des réponses. Donc voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que je vous ai pas trop noyé dans mes propos scientifiques et informatiques, puis que j'ai réussi à vous montrer à quel point, pour moi, l'impact, c'était essentiellement un impact lié à l'enjeu de la multidisciplinarité, puis au fait de travailler avec les sciences humaines et avec tout ce qui n'est pas justement l'informatique. Voilà, je vous remercie. Merci.